Vous pensez pouvoir être mécanicienne? C'est pathétique. Regardez-vous. Vous n'avez pas votre place ici. Mélanie respira profondément, ravala sa douleur et demanda juste une demi-heure avec la machine en panne depuis 2 semaines. Mais quand elle fait tourner une pièce que personne n'avait vue, pas même les techniciens certifiés, l'ingénieur pâlit instantanément. « Eh, mes amis, donnez-nous un coup de pouce. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle région de France vous regardez cette histoire. Je vous attends là-bas. » Mélanie Dubois n'avait que 24 ans quand tout cela arriva. Une jeune femme qui, depuis toute petite, depuis qu'elle avait commencé à faire ses premiers pas chancelants sur le sol en béton ciré, respirait déjà cette odeur caractéristique de gazole mélangée à de la graisse. Vous savez, cette odeur forte, un peu amère, qui colle aux vêtements et ne part pas même après 3 lavages? Eh bien, cette odeur était pratiquement le parfum de son enfance. L'atelier Dubois Machines Lourdes se trouvait dans un grand entrepôt de la zone industrielle de Marseille, avec ses énormes portes roulantes, toujours ouvertes dès 6 heures du matin. Les murs avaient cette couleur indéfinie qui apparaît lorsque le ciment gris accumule des années de poussière de chantier, des éclaboussures d'huile et l'air marin qui vient de la côte méditerranéenne. Accrochés au mur, organisés avec un soin que seul celui qui aime ce qu'il fait peut maintenir, il y avait des centaines d'outils, des clés de toutes les tailles imaginables, des pinces, des clés dynamométriques, des multimètres numériques, des extracteurs de roulement, des presses hydrauliques. Cet atelier était l'héritage le plus précieux que Mélanie avait reçu de son grand-père, Jean-Pierre. Et quand je dis héritage, mes amis, je ne parle pas seulement d'un lieu physique, non. Je parle de connaissances, de décennies et de décennies de sagesse accumulée dans des cahiers techniques manuscrits, avec cette écriture minuscule et soignée de Monsieur Jean-Pierre. Des annotations faites au long de 40 ans, maintenant des flottes entières d'entreprises de construction dans tout le Sud-Est. Jean-Pierre Dubois était une légende vivante. Il avait commencé comme aide-mécanicien encore enfant, à seulement 13 ans, et au long de sa vie, il était devenu le mécanicien que tous les grands entrepreneurs recherchaient quand ils avaient une machine irrécupérable. Si Jean-Pierre ne parvient pas à la faire démarrer, mieux vaut la vendre à la ferraille, disait-il. Il avait un don spécial, une intuition presque surnaturelle pour comprendre ce qui n'allait pas dans n'importe quel équipement lourd. Tracteur, excavatrice, niveleuse, rétrocaveuse, peu importait. Jean-Pierre posait la main, écoutait le moteur et savait déjà. Mélanie était la petite fille aînée, la seule qui depuis l'enfance avait montré la même fascination pour les moteurs que son grand-père. Pendant que les autres filles de son âge jouaient à la poupée, elle restait assise sur un tabouret à côté de Jean-Pierre, observant chacun de ses mouvements, posant 1000 questions. « Papy, pourquoi faut-il changer l'huile? Papy, comment sais-tu que c'est la pompe d'injection qui a un problème? Papy, apprends-moi à utiliser cette clé dynamométrique. » Et Jean-Pierre, et avec cette patience infinie que seul un grand-père possède, expliquait tout. Il ne traitait pas la petite fille comme si elle était incapable de comprendre des concepts techniques complexes. Au contraire, il voyait en elle la même passion qu'il ressentait et traitait cela avec le respect que cela méritait. À 16 ans, Mélanie était déjà capable de faire seule une révision complète sur un tracteur Massey-Ferguson. À 19 ans, elle a diagnostiqué et réparé une rétrocaveuse New Holland, que 3 techniciens certifiés du concessionnaire avaient déclaré perte totale. Mais la vie, mes chers amis, n'est pas toujours douce avec ceux que l'on aime. 8 mois avant ce lundi fatidique que je vais vous raconter, Jean-Pierre a été victime d'un AVC. Il était à l'atelier, justement en train de faire ce qu'il aimait le plus, travaillant sur une excavatrice hydraulique Volvo EC210, quand il a ressenti des vertiges, un engourdissement dans le bras gauche, des difficultés à parler. Mélanie était avec lui. Elle a vu son grand-père s'appuyer sur la benne de l'excavatrice. Elle a vu son visage se tordre de douleur. Elle a vu ses jambes fléchir.
Elle a crié à l'aide, a appelé l'ambulance, a tenu sa main pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital des urgences de Marseille. Ce furent des heures interminables dans la salle d'attente. Cette odeur de désinfectant mélangée à du vieux café, le bruit des chaussures des infirmières sur le carrelage, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Jean-Pierre a survécu, grâce à Dieu, mais les séquelles furent sévères. Il a perdu une partie des mouvements du côté gauche de son corps. Sa parole est devenue traînante, compromise. Le médecin a été direct. Il ne pourra plus travailler en mécanique. Il a besoin de physiothérapie intensive, d'un suivi neurologique constant, de médicaments sous contrôle. Ce sera un traitement long et coûteux. C'est à ce moment-là, assise sur cette chaise en plastique dur de la salle d'attente, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré, que Mélanie a pris une décision. Elle avait 23 ans, venait d'obtenir un diplôme technique en mécanique diesel. Mais plus important que n'importe quel diplôme, elle avait les connaissances que Jean-Pierre lui avait transmises au fil des ans. Elle allait maintenir l'atelier en activité, elle allait honorer l'héritage de son grand-père, elle allait payer son traitement coûte que coûte. Et ce ne fut pas facile, laissez-moi vous dire. Mélanie a découvert dans la pratique ce qu'elle savait déjà en théorie. Le monde de la mécanique des machines lourdes est brutal avec les femmes. Les clients arrivaient à l'atelier, la voyaient en combinaison et demandaient à parler au mécanicien responsable. Quand elle expliquait qu'elle était la mécanicienne responsable, beaucoup tournaient simplement le dos et partaient. « Une femme ne comprend rien au moteur », disait-il. Chaque rejet était un coup de poignard dans son cœur, mais Mélanie ravalait ses larmes, nettoyait la graisse de ses mains et continuait. Les clients qui restaient, qui lui donnaient une chance, découvraient qu'ils étaient face à l'une des mécaniciennes les plus compétentes de toute la région. Elle avait non seulement des connaissances techniques impeccables, mais aussi cette intuition que son grand-père lui avait transmise, cette capacité à écouter un moteur et à identifier exactement ce qui n'allait pas. Peu à peu, l'atelier a conservé une clientèle fidèle. Ils n'étaient pas nombreux, mais suffisants pour payer les factures, acheter les pièces, maintenir le traitement de Jean-Pierre et survivre. Mélanie travaillait seule de 6 heures du matin à 20 heures, tous les jours. Il y avait des jours où elle dormait là, à l'atelier, sur un matelas jeté dans l'entrepôt, trop épuisée pour rentrer chez elle. Jean-Pierre, malgré les séquelles, venait à l'atelier presque tous les jours, s'asseyait sur une chaise en plastique près de l'établi et observait sa petite fille travailler. Il ne pouvait plus tenir les outils fermement, ne pouvait plus se pencher sous une machine, mais il pouvait conseiller. Avec sa parole traînante mais déterminée, il la guidait. « Mélanie, vérifie le filtre secondaire. Ce modèle en a 2. » Et Mélanie écoutait chaque mot comme s'il s'agissait d'or pur, car c'en était. Pendant que Mélanie luttait chaque jour pour maintenir l'atelier et l'héritage de son grand-père en vie, de l'autre côté de la ville, à seulement 12 kilomètres de là, une crise monumentale se déroulait. Le projet de contournement routier de Marseille était un chantier gigantesque. 50 millions d'euros étaient investis pour construire une voie alternative qui allait désengorger le trafic chaotique de la capitale phocéenne. C'était un projet national, avec un calendrier serré, des pénalités contractuelles très lourdes en cas de retard et toute la pression politique que vous pouvez imaginer. Le chantier était immense, des dizaines de machines travaillant simultanément, des camions bennes allant et venant, le bruit assourdissant des marteaux-piqueurs, l'odeur d'asphalte chaud mélangée à la terre rouge du sol méditerranéen. Et au centre de tout cela se trouvait une rétrocaveuse Caterpillar 416F. Une belle machine, jaune brillante, avec seulement 800 heures d'utilisation. Elle valait environ 80 000 euros. Elle avait 92 chevaux de puissance, un système hydraulique de dernière génération, une cabine climatisée. C'était la machine la plus importante du chantier, responsable de toutes les excavations profondes nécessaires aux fondations des viaducs et des passages souterrains. 2 semaines avant ce lundi qui allait tout changer, la rétrocaveuse est simplement tombée en panne. Elle a cessé de fonctionner au milieu d'une excavation. L'opérateur a essayé de la redémarrer. Rien. Il tournait la clé. Le démarreur fonctionnait, mais le moteur principal ne démarrait pas.
Il semblait qu'il n'y avait pas de compression, ou que le carburant n'arrivait pas, ou qu'un capteur électronique avait lâché. Le superviseur de maintenance du chantier, un homme expérimenté qui travaillait avec des machines depuis 30 ans, a essayé toutes les procédures de base. Il a vérifié la batterie, le carburant, les filtres visibles, les fusibles. Rien. La machine restait morte comme une pierre, et c'est là qu'entre en scène Thomas Leclerc, ingénieur en chef, 38 ans, envoyé par le siège de l'entreprise de construction de Paris, spécialement pour gérer ce chantier. Thomas était techniquement brillant. Diplômé de l'école polytechnique, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France, avec un MBA en gestion de projet d'une université américaine. Il savait tout sur le béton précontraint, sur le dimensionnement des structures, sur le calendrier perte CPM, sur l'analyse de faisabilité économique. Mais Thomas était vide à l'intérieur, complètement vide. 3 ans auparavant, son mariage s'était effondré. Son épouse, fatiguée d'être toujours la deuxième priorité après le travail, fatiguée des dîners annulés, des voyages de vacances interrompus, des anniversaires oubliés, avait demandé le divorce. Et Thomas, au lieu de faire une profonde réflexion sur ce qu'il avait perdu, s'est plongé encore plus profondément dans le travail. Il est devenu un bourreau de travail obsessionnel. Il travaillait 16-18 heures par jour. Les week-ends n'existaient pas dans son vocabulaire. Les relations personnelles étaient devenues un fardeau. La seule chose qui importait étaient les délais, les objectifs, les résultats. Et avec cela est venue l'arrogance, une arrogance technique brutale. Thomas a commencé à regarder avec mépris tout professionnel qu'il considérait inférieur. Les techniciens sans diplôme étaient des manœuvres sans connaissances théoriques. Les ouvriers étaient de la main-d'œuvre sans capacité analytique. Les mécaniciens des ateliers locaux étaient des curieux qui avaient appris en regardant YouTube. Quand la rétrocaveuse est tombée en panne, Thomas n'a même pas voulu entendre la suggestion du superviseur d'appeler des mécaniciens locaux. Ce n'est pas une 2 CV. Je vais faire venir des techniciens certifiés par Caterpillar. Et c'est ce qu'il a fait. 3 techniciens spécialisés sont venus de Toulouse. 3 000 € rien qu'en déplacement, hébergement et indemnité journalière. Pendant 2 semaines entières, ces 3 techniciens ont démonté la moitié de cette rétrocaveuse. Ils ont testé chaque capteur électronique du système d'injection électronique Common Rail. Ils ont remplacé la pompe haute pression de carburant, changé tous les injecteurs, installé de nouvelles pompes hydrauliques. Ils ont vérifié le module de commande électronique, effectué des tests de compression sur tous les cylindres, mesuré la pression d'huile, testé le turbocompresseur et la rétrocaveuse restait morte. 2 000 € par jour. 20 000 € de pertes. La direction de l'entreprise de construction à Paris a commencé à appeler Thomas tous les jours, exigeant des explications, réclamant une solution. Comment ça ? 3 techniciens certifiés ne peuvent pas faire fonctionner une rétrocaveuse? Que se passe-t-il là-bas? Thomas était désespéré. La menace de licenciement planait. Il ne dormait plus correctement depuis des jours. Il avait de profondes cernes. Il perdait du poids, se rongeait les ongles jusqu'au sang. Cette machine à l'arrêt ne retardait pas seulement le chantier, elle détruisait sa réputation professionnelle. C'est un lundi matin, sous le soleil de Provence déjà ardent à 9 heures, que le superviseur des opérations a eu le courage de faire une suggestion. L'un des ouvriers les plus anciens du chantier avait parlé d'un atelier local qui avait la réputation de ressusciter des équipements que d'autres avaient déclarés perdus. « Monsieur Thomas, il y a un atelier ici près. Dubois Machines Lourdes, le propriétaire, Monsieur Jean-Pierre, est une légende ici. On dit qu'il a déjà réparé des machines que même l'usine n'a plus voulu prendre. Ça ne coûte rien d'appeler, n'est-ce pas ?» La réaction de Thomas fut immédiate et cruelle. Il laissa échapper un rire sarcastique, ce genre de rire qui humilie avant même que les mots ne sortent. Un atelier local, un mécanicien de quartier. Vous voulez que j'appelle un curieux pour toucher à une Caterpillar que 3 techniciens certifiés n'ont pas réussi à réparer? C'est une blague? Le superviseur baissa la tête, gêné, mais insista.
C'est que nous n'avons plus beaucoup d'options, monsieur Thomas. Thomas regarda autour de lui. 40 ouvriers à l'arrêt attendant que la machine redémarre pour reprendre le travail. 2000 lots d'amende qui tombaient chaque jour. La direction menaçant d'envoyer quelqu'un de Paris pour le remplacer. Il ferma les yeux, respira profondément et dit avec dédain. « D'accord. Vous pouvez appeler cet atelier local, juste pour ne pas dire que nous n'avons pas essayé toutes les options. Vous avez bien entendu ?» Le superviseur prit le téléphone et appela Dubois Machine Lourde. Mélanie répondit « Bonjour, atelier Dubois ». Sa voix était jeune, animée, professionnelle. Le superviseur expliqua la situation et demanda si elle pouvait venir sur le chantier jeter un œil à la rétrocaveuse. « Bien sûr, je vais préparer mes outils et je pars dans 15 minutes. » Ce que le superviseur n'avait pas mentionné à Thomas et ce que Thomas n'avait pas demandé, c'est que ce n'était pas M. Jean-Pierre qui viendrait, mais Mélanie, et qu'elle était sur le point de vivre l'un des jours les plus humiliants de sa vie, mais aussi le jour qui allait tout changer. Il était 14 heures quand la camionnette Ranger 2015 de Mélanie entra sur le chantier, une camionnette blanche un peu poussiéreuse avec les autocollants de l'atelier sur les portes latérales. Dans la benne, soigneusement organisée, se trouvaient des boîtes à outils professionnelles, un compresseur portable, des équipements de diagnostic. Mélanie se gara près de la rétrocaveuse jaune à l'arrêt. Quand elle ouvrit la porte et descendit du véhicule, vêtue de sa combinaison bleue avec le logo Dubois Machine Lourde brodé sur la poitrine, tout le chantier sembla se figer un instant. 40 ouvriers étaient assis en groupe sous des bâches improvisées pour se protéger du soleil brûlant de Marseille. Ils regardèrent cette jeune femme de 24 ans, les cheveux attachés en une queue de cheval pratique, le visage sans maquillage, des chaussures de sécurité aux pieds, et les ricanements commencèrent, ces ricanements de dédain, vous savez. Ce genre de rire qui n'a pas besoin de mots pour humilier. Ils ont envoyé une femme, commenta l'un des ouvriers, assez fort pour que tout le monde entende. Un autre compléta, ce doit être la secrétaire de l'atelier qui est venue chercher des informations pour le vrai mécanicien. Mélanie fit semblant de ne pas entendre. Elle avait appris, au cours de ces 8 mois difficiles, à se forger une carapace autour du cœur. Elle ne pouvait pas laisser chaque commentaire sexiste la détruire, sinon elle ne survivrait pas une semaine dans ce métier. Elle se dirigea vers la rétrocaveuse, portant sa mallette d'outils. C'est alors que Thomas Leclerc apparut. Il venait de l'intérieur du conteneur qui servait de bureau du chantier, avec une tablette à la main, des lunettes de soleil, un casque jaune d'ingénieur, cette posture de celui qui se croit le maître du monde. Quand il vit Mélanie, il s'arrêta au milieu du chemin, se tourna vers le superviseur qui avait passé l'appel et dit à voix haute « C'est une blague, n'est-ce pas ?» Le superviseur tenta d'expliquer « Monsieur Thomas, elle est de l'atelier Dubois, c'est la… » Mais Thomas ne le laissa pas finir. Il s'approcha de Mélanie à pas ferme, cette arrogance émanant de chacun de ses mouvements. Il s'arrêta devant elle, la regarda de haut en bas avec mépris et commença l'une des humiliations publiques les plus cruelles que vous puissiez imaginer, mes amis. Vous connaissez la différence entre une rétrocaveuse et une 2CV ? Demanda-t-il d'un ton moqueur. Mélanie respira profondément et répondit poliment « Oui, monsieur, je suis mécanicienne spécialisée en équipement lourd. » Thomas laissa échapper un rire amer. « Mécanicienne, vous, avec ce visage de jeune fille. » Les 3 techniciens de Caterpillar, qui étaient assis à l'ombre en buvant de l'eau, se levèrent et vinrent assister au spectacle. L'un d'eux, un homme d'environ 45 ans, avec un ventre proéminent, croisa les bras et secoua la tête. « Mademoiselle, vous ne devriez pas être ici. Cette machine a un problème très complexe, un problème de système électronique d'injection Common Rail, de circuit hydraulique à pression variable. Ce n'est pas pour un mécanicien d'atelier de quartier. » Mélanie garda la voix ferme. « Je comprends ces systèmes. Puis-je y jeter un œil ?» Thomas fit un pas en avant, envahissant son espace personnel, essayant d'intimider. 92 chevaux de puissance turbo-diesel, système hydraulique à circuit fermé avec une pression de 300 bars.
Électronique embarquée avec diagnostic via CAN bus. Vous n'avez ni la capacité technique ni l'équipement adéquat pour travailler sur une machine de ce niveau. L'humiliation ne faisait que commencer. Thomas se tourna vers les ouvriers rassemblés et dit à voix haute, « Messieurs, faites attention. J'ai 5 000 € en billets de 100. Regardez cet argent. Ces 5 000 € sont à vous. Mais si vous échouez, vous devrez enregistrer une vidéo disant bien fort qu'une femme n'a pas la capacité technique pour la mécanique lourde. Et je posterai cette vidéo sur les réseaux sociaux. Acceptez-vous le pari ?» Le visage de Mélanie devint rouge, non pas de honte, mais de rage contenue. Elle sentit les larmes brûler derrière ses yeux, mais elle n'allait pas donner à cet homme le plaisir de la voir pleurer. D'une voix tremblante mais déterminée, Mélanie répondit « J'accepte votre défi, mais pas pour l'argent. » Thomas sourit avec cynisme. « Excellent, voyons ce spectacle. » Il fit un geste au technicien. « Messieurs, expliquez à la jeune femme ce qui a déjà été fait, juste pour qu'elle ne perde pas de temps à essayer ce que nous avons déjà essayé. » L'un des techniciens commença à parler d'un ton condescendant, comme s'il expliquait à un enfant. « Écoutez, ma chère, nous avons déjà changé la pompe haute pression, tous les injecteurs, le filtre à carburant principal, le capteur de rotation, le capteur de température. Nous avons déjà testé la compression sur les 6 cylindres, nous avons déjà vérifié le turbo, nous avons déjà scanné tous les codes d'erreur du module. Donc, ça ne sert à rien d'essayer ces choses de base, d'accord. » Un autre technicien compléta « Il vaut mieux appeler un vrai homme de votre atelier, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas mal vu d'admettre que vous n'avez pas assez d'expérience. » Mélanie ferma les yeux un instant, sentant le poids de ce moment. Tout le monde là voulait la voir échouer. Tout le monde là avait déjà décidé qu'elle n'était pas capable. Elle pensa à son grand-père à la maison dépendant d'elle. Elle pensa aux factures de l'atelier. Elle pensa à toutes les fois où l'on avait douté d'elle. Et puis elle ouvrit les yeux, regarda directement Thomas et dit « J'aurais besoin que tout le monde s'éloigne et me laisse travailler en silence. 1 demi-heure. » Thomas éclata de rire. « 1 demi-heure. Les gars ici ont travaillé 2 semaines, mais bon, allez-y. Tout le monde, prenez vos téléphones. Nous allons filmer le moment de sa défaite. Ça va devenir viral. » 40 paires d'yeux fixés sur elle. 40 téléphones pointés, prêts à enregistrer l'échec. Le soleil de Provence frappant fort sur ce chantier, la chaleur montant de l'asphalte en ondes visibles. Mélanie sentit la sueur couler dans sa nuque, mais ce n'était pas seulement la chaleur, c'était la pression pure. Elle s'approcha de la rétrocaveuse Caterpillar 416F avec sa mallette d'outils. La machine était là, imposante, jaune, brillante, même couverte de la poussière rouge du chantier. Mélanie posa sa main sur le côté de la benne, sentant le métal chaud sous ses doigts, et respira profondément. « Papy Jean-Pierre, pensa-t-elle, aide-moi d'en haut. » Son premier mouvement surprit tout le monde. Au lieu d'aller directement au moteur, comme les techniciens s'y attendaient, Mélanie fit un tour complet autour de la machine, lentement, observant. Elle regardait sous le châssis, vérifiait les tuyaux hydrauliques, passait la main sur les connexions, s'accroupissait pour voir des angles auxquels personne n'avait prêté attention. L'un des techniciens chuchota à son collègue « Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se promène. » Mais Mélanie ne se promenait pas. Elle faisait exactement ce que son grand-père lui avait appris avant de dévisser un boulon. Observe, la machine raconte toujours son histoire à qui sait écouter. Elle ouvrit ensuite le capot moteur. L'ensemble des 6 cylindres en ligne était là, trop propre même. Cela attira son attention. Quand un moteur subit une maintenance intensive, certaines zones portent des marques d'outils, des éclaboussures d'huile neuve, de la poussière déplacée. Ce moteur était si propre qu'il semblait qu'ils avaient presque tout démonté. Mélanie prit une lampe de poche LED de sa mallette et commença à éclairer les composants. Elle vérifia la nouvelle pompe haute pression que les techniciens avaient installée. Elle était parfaite. Elle vérifia les nouveaux injecteurs. Ils étaient parfaits. Elle vérifia toutes les connexions électriques des capteurs. Elles étaient
parfaite. Ils ont fait un travail impeccable, pensa-t-elle. Alors, pourquoi la machine ne démarre-t-elle pas? C'est alors qu'elle se souvint d'un des cahiers de son grand-père. Il y avait une note spécifique sur les Caterpillar de la série F, modèles 406F et 420F. Il y a un filtre secondaire de carburant en position non conventionnelle derrière le réservoir auxiliaire. Les techniciens d'usine l'oublient parfois, car seul le filtre principal apparaît dans le manuel de base. Mélanie sentit son cœur s'accélérer. Serait-ce ça? Elle contourna la machine jusqu'au côté droit. Elle s'accroupit sous le châssis, là où se trouvait le réservoir auxiliaire de diesel. Elle dut se contorsionner pour l'atteindre, car l'accès était horrible. Elle glissa son bras entre le châssis et le réservoir, sentant sa peau frotter contre le métal chaud, jusqu'à ce que ses doigts touchent quelque chose de cylindrique, le filtre secondaire. Elle essaya de faire tourner le filtre pour le dévisser. Il était dur, très dur, comme si personne ne l'avait touché depuis longtemps. Avec effort, utilisant une clé à sangle qu'elle avait prise dans sa mallette, Mélanie réussit à desserrer le filtre. Quand elle le retira et le vit à la lumière du soleil, elle faillit pousser un cri de victoire. Le filtre était complètement obstrué. Il n'était pas seulement sale, il était recouvert d'une croûte de sédiments cristallisés, cette boue qui se forme lorsque du diesel de mauvaise qualité est exposé à l'humidité du littoral. Il ressemblait à une pierre à l'intérieur de l'élément filtrant. Rien ne passait là, absolument rien. « Mon Dieu !» murmura Mélanie. Le moteur ne démarrait pas parce que le carburant n'arrivait pas à la bonne pression. La nouvelle pompe, les nouveaux injecteurs, tout était parfait. Mais le diesel ne passait pas par ce filtre bouché. Elle se leva avec le filtre sale à la main et le montra au technicien. « Vous avez vérifié ce filtre secondaire ?» Le technicien le plus âgé fronça les sourcils. « Quel filtre secondaire? Nous avons changé le filtre principal qui se trouve à côté du moteur. » Mélanie secoua la tête. « Ce modèle a deux filtres. Le principal que vous avez changé et ce secondaire qui est caché. Il est complètement bouché. C'est pourquoi le système Common Rail ne recevait pas une pression de carburant adéquate. » Thomas s'approcha, prit le filtre des mains de Mélanie et l'examina. Il devint pâle. Comment lui, un ingénieur diplômé de l'école polytechnique, n'y avait-il pas pensé? Comment les techniciens certifiés ne le savaient-ils pas? Mais Mélanie ne s'arrêta pas là. Elle avait remarqué autre chose. « Il y a un autre problème, dit-elle. Quand vous avez changé les pompes hydrauliques, avez-vous ajusté la soupape de décharge de pression ?» Les techniciens se regardèrent, confus. « Soupape de décharge ? Nous avons changé les pompes, mais nous n'avons pas touché aux soupapes. » Mélanie se rendit sur le côté de la rétrocaveuse, là où se trouvait le système hydraulique. Avec une clé Allen de 8 mm, elle accéda à l'ensemble des soupapes, et là, elle était. La soupape de décharge était bloquée en position fermée, probablement depuis la dernière maintenance préventive mal exécutée des mois auparavant. Cette soupape bloquée crée une contre-pression dans le système, expliqua Mélanie en travaillant. Quand vous essayez de démarrer, même si le moteur démarrait, les pistons hydrauliques ne pouvaient pas bouger à cause de cette pression excessive. Le module électronique interprétait cela comme une défaillance mécanique structurelle et coupait l'allumage par protection. Elle utilisa du WD-40 pour lubrifier la soupape bloquée. Puis elle utilisa une pincetto pour forcer délicatement jusqu'à ce qu'elle sente la soupape se libérer avec un léger clic. Elle la fit tourner plusieurs fois d'avant en arrière, jusqu'à ce que le mouvement redevienne fluide. Voilà, maintenant elle est libre. Les techniciens de Caterpillar étaient paralysés. Ils avaient passé 2 semaines à démonter cette machine, à remplacer des composants coûteux, à effectuer des tests électroniques complexes, et avaient complètement ignoré 2 problèmes fondamentaux, un filtre oublié et une soupape bloquée. 2 détails qu'une mécanicienne de 24 ans avait identifiés en 15 minutes. Mélanie prit un nouveau filtre secondaire de sa mallette. Elle transportait toujours des filtres de plusieurs modèles courants et l'installa à la place de celui qui était bouché.
Elle serra avec la clé à sangle, s'assura qu'il était bien étanche, puis elle referma l'accès au système hydraulique, rangea ses outils. Elle s'essuya les mains sur un chiffon qu'elle avait dans la poche de sa combinaison. Elle regarda sa montre. 28 minutes depuis son arrivée. Elle regarda Thomas, qui était blanc comme un linge. Elle regarda les ouvriers, qui ne faisaient pas le moindre bruit. Tout le chantier était dans un silence absolu. « On peut essayer ?» demanda-t-elle. Thomas se contenta de hocher la tête, incapable de parler. Mélanie monta dans la cabine de la rétrocaveuse, s'assit sur le siège de l'opérateur, ajusta sa position, attacha sa ceinture de sécurité. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle vérifiait les commandes. Elle savait que si cette machine ne démarrait pas, ce serait la fin, ce serait l'humiliation complète, ce serait de devoir enregistrer cette vidéo disant qu'une femme n'avait pas les capacités. Elle posa sa main sur la clé de contact, respira profondément et tourna. Le démarreur commença à travailler une fois, 2 fois. À la 3e tentative, le moteur diesel rugit de nouveau à la vie. Ce ne fut pas un démarrage faible, hésitant, ce fut un rugissement de pleine puissance. Les 92 chevaux reprirent vie avec ce son caractéristique des moteurs Caterpillar, ce grondement grave et puissant qui fait vibrer le sol. Mélanie laissa le moteur se stabiliser quelques secondes. Puis, le cœur explosant d'émotion, elle testa les commandes hydrauliques, déplaça le levier de la flèche. La flèche se leva doucement, avec la fluidité parfaite d'un système hydraulique fonctionnant à pleine capacité. Elle déplaça la benne. La benne s'ouvrit et se ferma avec précision. Elle actionna les stabilisateurs. Ils descendirent et remontèrent parfaitement. La rétrocaveuse était complètement fonctionnelle. Mélanie coupa le moteur, descendit de la cabine et le chantier explosa. Non pas en huées, mais en applaudissements. Les 40 ouvriers commencèrent à applaudir, à crier, à siffler. Ils venaient d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Ces hommes qui, une demi-heure auparavant, se moquaient d'elle, l'applaudissaient maintenant debout. Les 3 techniciens de Caterpillar étaient rouges de honte. L'un d'eux eut la décence de s'approcher de Mélanie et de dire « Mademoiselle, nous nous sommes lourdement trompés. Excusez-nous pour les commentaires. » Mélanie se contenta de hocher la tête, l'émotion lui serrant la gorge. Mais son regard chercha Thomas. L'ingénieur était resté au même endroit, complètement anéanti. Toute son arrogance s'était évaporée. Toute sa supériorité technique avait été pulvérisée. 2000 € dépensés. Mélanie s'approcha de lui, s'arrêta à un demi-mètre de distance et d'une voix calme, sans colère, sans vengeance, juste avec dignité, elle dit « Le problème n'était pas la complexité technique ingénieure, c'était l'attention aux détails de base. » Thomas ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Les mots de Mélanie avaient atteint non seulement son orgueil professionnel, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Elle avait exposé la vérité la plus douloureuse. Il avait échoué, non par manque de connaissances, mais par excès d'arrogance. C'est alors que l'un des ouvriers les plus anciens, un homme d'environ 60 ans au visage marqué par des décennies de soleil, s'approcha. « Mademoiselle, laissez-moi vous demander quelque chose. Vous êtes la petite fille de monsieur Jean-Pierre Dubois. » Mélanie se tourna vers lui, surprise. « Oui, je suis sa petite fille. » L'homme sourit avec tendresse. « Je m'en doutais. Ça ne pouvait être que son sang. Votre grand-père est une légende, mademoiselle. J'ai travaillé avec lui sur plusieurs chantiers dans les années 90. Cet homme a sauvé plus de machines irrécupérables que beaucoup d'ingénieurs diplômés. » Il fouilla dans la poche de son pantalon et en sortit un vieux portefeuille en cuir. De l'intérieur, il en tira une photo jaunie, déjà un peu décolorée. « Regardez ici. » C'était une photo de 1995, lors d'une inauguration de chantier. Jean-Pierre était là, plus jeune, avec la combinaison de l'atelier, tenant une plaque d'honneur au mérite. À côté de lui, 3 hommes en costume. L'un d'eux était le directeur régional de l'entreprise de construction où Thomas travaillait. « Votre grand-père a maintenu notre flotte en état de marche pendant plus de 30 ans.
expliqua l'ouvrier. Quand une machine tombait en panne, peu importe l'heure, il venait à l'aube, le dimanche, les jours fériés, et il la réparait toujours, toujours. Il tendit la photo à Mélanie, qui la tint de main tremblante. Voir son grand-père là, fort, en bonne santé, au sommet de sa carrière, fit finalement couler les larmes de ses yeux. Thomas regarda la photo, regarda Mélanie, et à ce moment-là, quelque chose en lui se brisa complètement. Thomas Leclerc était anéanti, non pas physiquement, mais intérieurement. Il regarda la vieille photo, vit Jean-Pierre Dubois être honoré par l'entreprise même où il travaillait, et sentit le poids écrasant de la honte tomber sur ses épaules comme une tonne de béton. Il avait humilié la petite fille d'une légende. Il s'était moqué de l'héritière d'un homme que sa propre entreprise avait honoré. Il l'avait parié sur la défaite de quelqu'un qui portait dans son sang des décennies de connaissances authentiques. Et pire, il avait fait tout cela par pur préjugé. Ce n'était pas une question de capacité technique de sa part, c'était parce qu'elle était une femme. Parce qu'elle n'avait pas de diplôme accroché au mur. C'était parce qu'elle venait d'un simple atelier. Thomas s'approcha de Mélanie à pas lents. Elle tenait la photo de son grand-père, les larmes coulant sur son visage, sans qu'elle ne fasse aucun effort pour les essuyer. Quand il s'approcha, elle leva les yeux vers lui. Et il n'y avait pas de colère dans ses yeux, il y avait de la tristesse. Tristesse d'avoir été traitée de cette façon. Tristesse pour toutes les fois où elle avait déjà été traitée ainsi auparavant. « Mélanie, » commença Thomas, et sa voix se brisa. Il s'éclaircit la gorge, essaya de nouveau. « Mélanie, je dois te demander pardon. » Devant tout le monde, il se tourna vers les 40 ouvriers qui étaient encore là, témoins de tout. « Messieurs, faites attention. J'ai commis aujourd'hui l'une des erreurs les plus graves qu'un professionnel puisse commettre. J'ai jugé Mélanie non pas sur sa compétence, mais sur son genre. Je l'ai humiliée publiquement. J'ai douté d'elle sans aucune raison, si ce n'est mon stupide préjugé. » Il sortit les 5 000 € qu'il avait offerts comme pari, tendit l'argent à Mélanie, les mains tremblantes. « Vous avez gagné. Vous méritez cela et bien plus encore. Mais plus que l'argent, vous méritez mon respect et mes sincères excuses. » Mélanie regarda l'argent. 5 000 €. Cela permettrait de payer 3 mois de physiothérapie pour son grand-père. Cela permettrait d'acheter des pièces pour l'atelier. Cela permettrait de couvrir des factures en retard. Mais quelque chose en elle lui disait qu'accepter cet argent serait accepter l'humiliation comme faisant partie du métier. Ce serait dire que c'était acceptable d'être traité ainsi, tant que c'était bien payé. Elle prit l'argent des mains de Thomas, et tous restèrent silencieux, attendant. Puis elle dit « Je vais accepter cet argent, mais pas pour moi. » Elle se tourna vers les ouvriers. « Vous avez un fonds d'assistance médicale ici, sur le chantier ?» Le superviseur hocha la tête. « Alors, cet argent ira entièrement là-bas, pour les travailleurs qui en auront besoin. Je ne veux pas gagner de l'argent sur l'humiliation. Je veux gagner du respect. » Le chantier explosa de nouveau en applaudissements. Thomas sentit ses propres larmes brûler ses yeux. Cette femme, après tout ce qu'il lui avait fait, avait la grandeur de transformer ce moment horrible en quelque chose de beau. Elle avait toutes les raisons du monde de lui frotter sa victoire au visage, de l'humilier en retour, mais elle avait choisi la dignité. « Vous êtes incroyable, » dit Thomas, et ce n'était pas de la flatterie, c'était une reconnaissance sincère. « J'ai passé 3 ans de ma vie à penser que la compétence se mesurait au diplôme et au certificat, que la valeur humaine se mesurait au poste et au salaire, et vous venez de me donner une leçon qu'aucune université ne m'a enseignée. » Mélanie essuya ses larmes avec le dos de sa main sale de graisse. « Vous savez ce qui fait le plus mal, ingénieur. Ce n'est même pas l'humiliation d'aujourd'hui. C'est que cela arrive tous les jours. Chaque jour, je dois prouver que je suis capable. Des clients qui partent quand ils voient que je suis la mécanicienne. Des fournisseurs qui ne prennent pas mes commandes au sérieux. Des gens qui me demandent si je ne préférerais pas un travail plus féminin, comme si réparer un moteur était une affaire d'homme et prendre soin des gens une affaire de femme. »
Elle respira profondément, et pour la première fois depuis son arrivée, laissa apparaître sa vulnérabilité. Il y a 8 mois, mon grand-père a eu un AVC. Il ne peut plus travailler, il fait de la physiothérapie, prend des médicaments coûteux, a besoin de soins constants. Et moi, je suis seul à essayer de maintenir l'atelier en activité pour payer tout cela. Il y a des jours où je ne sais pas si je vais pouvoir payer les factures. Il y a des jours où je pleure en rentrant chez moi, mais je ne peux pas abandonner parce que cet atelier est la vie de mon grand-père, c'est son héritage, et il m'a fait confiance pour le maintenir en vie. Le silence qui s'empara du chantier était dense, lourd. Tout le monde là comprit qu'ils n'étaient pas seulement devant une mécanicienne talentueuse. Ils étaient devant une femme qui portait le poids du monde sur ses épaules et restait debout, avec dignité, avec force. Thomas sentit quelque chose en lui se briser définitivement. Il avait passé 3 ans à se plaindre de la vie, à se victimiser à cause d'un divorce, travaillant obsessivement pour combler un vide qu'il avait lui-même créé. Et là, il y avait une femme de 24 ans confrontée à de vrais défis, à une vraie douleur, à de vraies responsabilités, et qui conservait pourtant sa compassion, sa générosité, sa dignité. « Mélanie, dit-il, et cette fois sa voix était ferme. Je veux faire plus que m'excuser. Je veux faire ce qui est juste. Je vais convaincre la direction de l'entreprise de construction de contracter officiellement votre atelier comme prestataire de service. Un contrat fixe pour la maintenance de toute la flotte de ce chantier. Vous avez les connaissances, vous avez la compétence, et plus que cela, vous avez l'intégrité que beaucoup de gens avec des diplômes n'ont pas. » Mélanie cligna des yeux, confuse. « Vous êtes sérieux ?» Thomas hocha la tête complètement. « Je vais appeler le directeur régional tout de suite. Nous dépensons des fortunes avec des techniciens extérieurs, avec les déplacements, avec l'hébergement. Et vous êtes ici, tout près, avec toutes les connaissances nécessaires. Cela a tout son sens professionnel. Et plus que cela, c'est juste. » L'un des techniciens de Caterpillar s'approcha. C'était le plus âgé, celui qui avait expliqué condescendamment les concepts de base à Mélanie. « Mademoiselle, je dois aussi vous demander pardon. Nous avons été arrogants. Je travaille avec des machines depuis 25 ans, et aujourd'hui vous m'avez donné une leçon. Vous avez vérifié ce que nous aurions dû vérifier en premier. Les bases. Nous nous sommes perdus dans la complexité et avons oublié la simplicité. » Les 2 autres techniciens vinrent aussi, honteux mais sincères dans leurs excuses, et Mélanie, avec ce cœur énorme qu'elle avait, les accepta tous sans rancune, sans esprit de revanche, juste avec la simplicité de celui qui comprend que tout le monde fait des erreurs et que l'important est de reconnaître et de grandir. Le superviseur des travaux prit la radio et annonça « Messieurs, la rétrocaveuse fonctionne. Reprenons le travail. » Les ouvriers commencèrent à se disperser, mais non sans passer d'abord devant Mélanie, un par un, lui serrant la main, lui tapant sur l'épaule, lui disant des mots d'admiration et de respect. Thomas resta là, observant cette scène, observant comment ces hommes simples, travailleurs manuels, qu'il avait l'habitude d'ignorer, avaient la grandeur de reconnaître le talent et le caractère quand il les voyait. Ils n'avaient pas eu besoin de diplôme pour savoir qu'ils étaient devant quelqu'un de spécial. Seul lui, avec toute sa formation, avait été trop aveugle pour voir. « Mélanie, » l'appela-t-il avant qu'elle ne parte. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Elle se retourna. « Oui. » Thomas hésita, puis demanda « Puis-je rencontrer votre grand-père personnellement ? J'aimerais aussi lui demander pardon. Et plus que cela, j'aimerais apprendre de lui, s'il accepte de m'enseigner, bien sûr. » Mélanie sourit, le premier vrai sourire depuis son arrivée. Il aimerait beaucoup ça. Mon grand-père dit toujours qu'une bonne connaissance est une connaissance partagée. 10 mois après ce lundi qui a tout changé, le projet de contournement routier de Marseille a été inauguré. Et ce ne fut pas une inauguration ordinaire, ce fut quelque chose de spécial, car ce chantier avait été achevé 2 mois avant le délai initial, économisant des millions en pénalités, fonctionnant parfaitement grâce à la maintenance impeccable de la flotte.
La cérémonie eut lieu un samedi matin, avec les autorités, la presse, la population. Il y avait une estrade montée, des banderoles, des drapeaux flottants dans le vent chaud de Provence. Mais le moment le plus important ne vint pas des discours des politiciens. Il vint quand Thomas Leclerc monta au micro et demanda à 2 personnes spéciales de le rejoindre sur scène. Mélanie Dubois monta les marches, vêtue d'une combinaison d'atelier propre, les cheveux lâchés pour la première fois que la plupart la voyaient. Et, à côté d'elle, marchant lentement mais fermement, appuyé sur une canne mais souriant largement, se tenait Jean-Pierre Dubois. Le grand-père s'était miraculeusement bien rétabli au cours de ces mois. La physiothérapie intensive, les médicaments, les soins constants lui avaient rendu une partie significative de ses mouvements. Sa parole était encore un peu traînante, mais suffisamment claire pour émouvoir quiconque l'entendait. « Mesdames et messieurs, » commença Thomas, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Cette œuvre que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement du béton et de l'asphalte, c'est le résultat du travail de centaines de personnes. Mais je veux rendre un hommage particulier à 2 d'entre elles. Jean-Pierre Dubois, qui pendant 40 ans a maintenu vivante la tradition de l'excellence mécanique en Provence, et Mélanie Dubois, qui à 25 ans prouve que la compétence n'a pas de genre, pas d'âge, pas de diplôme obligatoire. Elle a de la dédicace, des connaissances, du caractère. » Les applaudissements éclatèrent. Jean-Pierre, les larmes aux yeux, serra sa petite fille dans ses bras. Et Mélanie, mes amis, Mélanie pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis ce jour terrible de l'AVC de son grand-père. Mais maintenant, c'étaient des larmes de bonheur, d'accomplissement, de justice rendue. Thomas continua. « Dubois Machine Lourde a été responsable de la maintenance de toute notre flotte ces derniers mois. 0 panne grave, 0 retard dû à des défaillances mécaniques. Ils ne se contentent pas de réparer des machines, ils comprennent en profondeur comment faire fonctionner les équipements au meilleur de leur performance. » Il fit une pause, regarda Mélanie et dit « Et c'est pourquoi l'entreprise de construction renouvelle le contrat pour 2 années supplémentaires avec une extension à 3 autres chantiers que nous allons démarrer dans le sud-est. 100 000 € annuels garantis. » Mélanie pouvait à peine y croire. L'atelier de son grand-père, qui 8 mois auparavant était presque en faillite, avait maintenant des contrats qui garantissaient sa stabilité pour des années. Elle allait pouvoir payer toutes les factures, investir dans de nouveaux équipements, embaucher des aides, prendre soin de son grand-père sans désespoir. Mais Thomas n'avait pas terminé. « De plus, annonça-t-il, je crée le programme Jean-Pierre Dubois de formation en mécanique lourde, une initiative que je financerai personnellement, offrant des bourses complètes à de jeunes femmes de Provence pour apprendre la mécanique des machines lourdes. Nous voulons briser les barrières, ouvrir des portes, prouver que le talent ne connaît pas de préjugés. » La première promotion avait déjà commencé, 15 jeunes femmes entre 18 et 25 ans, et toutes formées directement par Mélanie à l'atelier Dubois. Des jeunes femmes qui, auparavant, pensaient que la mécanique n'était pas pour elles, qui avaient entendu toute leur vie que c'était un travail d'homme. Maintenant, elles étaient là, en combinaison, avec des outils à la main, apprenant avec la meilleure. Thomas avait complètement changé. Il avait cherché une thérapie pour faire face au vide qu'il ressentait. Il avait compris que le travail obsessionnel était une fuite, et non une solution. Il commença à valoriser les gens autour de lui, à écouter davantage, à parler moins. Il visitait l'atelier Dupont chaque semaine, non pour superviser, mais pour apprendre. Michel, avec une patience infinie, enseignait à l'ingénieur diplômé de l'école polytechnique des choses qu'aucun livre n'avait enseignées. Et Pierre absorbait tout avec une humilité sincère. Ce jour-là a changé ma vie. Pierre confessa à Isabelle lors d'une de ses visites. J'étais vide, arrogant. Je pensais que ma valeur venait de mon poste et de mon diplôme. Tu m'as appris que la vraie valeur vient du caractère, de la façon dont on traite les gens, de ce que l'on fait avec le savoir, musique, que l'on possède. L'atelier Dupont était désormais une référence dans tout le sud de la France. Des contrats avec d'autres entreprises de construction commencèrent à apparaître.
La réputation d'Isabelle se répandit. La petite fille de Michel est meilleure que Michel lui-même, disait-il. Et quand Michel entendait cela, il gonflait de fierté. C'est parce qu'elle a appris avec le meilleur et qu'elle s'est améliorée, disait-il en riant. Cette nuit d'inauguration, après toute la cérémonie, Isabelle et Michel retournèrent à l'atelier. Le vieux hangar, désormais doté de nouveaux équipements, d'une peinture fraîche, d'une enseigne lumineuse à l'entrée. Isabelle serra son grand-père dans ses bras. « J'ai juste continué ce que vous avez commencé, papy. Le savoir était le vôtre. Je n'ai juste pas laissé mourir. » Musique. Et là, dans ce hangar, avec l'odeur de gazole et de graisse, avec des outils accrochés au mur, avec des machines en attente de maintenance, se trouvait la preuve vivante que le talent musique n'a pas de genre, et que la dignité vaut plus que l'arrogance, que les leçons les plus importantes de la vie viennent parfois des endroits les plus simples. L'histoire d'Isabelle Dupont devint légendaire en Occitanie. Elle prouva qu'une pièce oubliée, que ce soit dans un moteur ou dans une société, peut faire toute la différence. Elle prouva que le respect se gagne avec compétence et caractère. Et elle prouva qu'une véritable transformation se produit lorsque l'on a l'humilité de reconnaître ses erreurs et le courage de faire ce qui est juste.